À la base, sur cette chaîne, j'ai pas trop de direction de ce que je veux parler, des sujets que je veux aborder, mais je m'étais promis que j'aborderais toutes les différentes réflexions que je pouvais avoir et qui me semblaient être intéressantes. Parce que même si je parle pas uniquement de dev perso, de sujets classiques qu'on peut connaître, d'entrepreneuriat, d'argent, etc., je pense que la vie est quand même un peu plus complexe que ces sujets, et je pense il faut s'intéresser à un peu à pas mal de choses en réalité, et que je trouve ça dommage les personnes qui s'enferment à toujours parler, écouter des mêmes sujets. Et j'ai eu une réflexion ces derniers jours qui me semblait intéressante et dont je me suis dit que je pourrais partager mon point de vue par rapport à ça. On va parler football. On va parler football, on va parler gestion de l'échec, on va parler de ce qui s'est passé mardi dernier, mardi 14 juillet. On est le 18 juillet, il est 15h16, donc quelques heures après le tournage de ma première vidéo. Et on va parler de la Coupe du Monde. On joue ce soir à 23h pour la 3ème place contre l'Angleterre, donc à l'heure où je parle, on est resté sur la défaite de la France contre l'Espagne. Et j'avais envie de parler de l'échec, j'avais envie de parler de la gestion de l'échec, et je voulais faire un parallèle avec une situation qui me semblait assez intéressante à aborder. Bref, je vous remets dans le contexte. Moi je suis en 2003, donc j'ai connu une équipe de France qui est et qui a été toujours, quasiment toujours extrêmement dominante. Je suis bien sûr trop jeune pour avoir connu la finale de 2006, mais encore une fois, on était en finale de la Coupe du Monde, et mes premiers vrais souvenirs de l'équipe de France lors du football. Alors bien sûr, il y a la Coupe du Monde en 2010, mais on fait pas un parcours exceptionnel. Mon premier vrai souvenir, c'est 2014, la défaite contre l'Allemagne. Allemagne qui, le match suivant, remporte mais 7-1 au Brésil, chez eux en plus, et puis après ils gagnent en finale contre l'Argentine. C'était personnellement la pire finale de Coupe du Monde que j'ai jamais vue, mais bref. Ça, c'est mon premier souvenir de l'équipe de France. Et puis s'enchaînent les années, c'est-à-dire 2016, où on perd contre le Portugal en finale, mais on atteint la finale du tournoi continental le plus prestigieux de la planète. Puis 2018, où on ne perd pas un seul match, où on arrive en finale, où on bat 4-2 l'Argentine en 8ème. Ouais, c'est ça, c'est les 8ème. Et on arrive en finale, on accède en finale, et on bat la Croatie, on devient champion du monde. C'est mon premier trophée majeur en équipe de France, il me semble. Et en fait, on est sur le toit du monde. C'est la meilleure équipe du monde. Enfin, pas selon la FIFA, parce qu'à cette époque-là, c'est la Belgique qui est le premier pays FIFA. Mais bon, on est sur le toit du monde. 4 ans plus tard, on se retrouve encore en Coupe du Monde. On gagne l'intégralité de nos matchs jusqu'à la finale qu'on perd. Mais en fait, en 4 ans, on arrive 2 fois en finale. C'est-à-dire que il y en a une qu'on gagne, il y en a une qu'on perd. Donc une où on finit premier et une où on finit deuxième. Et donc on est dans tous les cas dans le top 5 des plus grandes équipes de foot, enfin des équipes les plus fortes de foot de cette cette génération, de ces 10 dernières années. Et 4 ans plus tard, encore une fois en 2026, où on se retrouve à accéder aux demi-finales de la Coupe du Monde, et peut-être une 3ème place ce soir. Mais ce dont je voulais vous parler, c'était surtout de la défaite face à l'Espagne. Pour vous, encore une fois, pour vous remettre un peu dans le contexte, moi j'ai fait du foot pendant 10 ans, je suis de façon assez régulière le foot, le championnat français, puis surtout la Champions League et les tournois internationaux. Et en fait, les tournois internationaux, ça a toujours une saveur un peu différente, parce que c'est extrêmement rassembleur, et c'est à peu près les seuls moments où je peux me retrouver avec des gens qui ne suivent pas du tout le foot le reste de l'année, et avec qui on peut partager un moment. C'est-à-dire que l'intégralité des matchs de la Coupe du Monde, de la France, je les ai suivis dans des bars avec mes amis, et pour certains, pour même la majorité de mes amis, ils ne suivent pas le foot de façon régulière, ils ne suivent pas le foot
je vais dire à l'année, mais ça reste un prétexte, ça reste quelque chose d'extrêmement rassembleur. Et mardi dernier, donc lors de la demi contre l'Espagne, ça faisait pas exception. Donc on s'est retrouvés dans un bar, en plus c'était le 14 juillet, donc forcément moi j'habite dans une zone qui est très touristique, donc pour trouver une place c'est bien compliqué. Et là où ça m'a amusé, c'est qu'on est resté, enfin on était à peine posé dans le bar, le match avait même pas commencé, qu'on prévoyait déjà nos plans pour dimanche, c'est-à-dire pour demain, pour la finale, parce que je pense que dans notre tête, on était 6, et puis je pense que c'était un peu pareil pour toutes les personnes qui étaient présentes dans ce bar-là. Il n'était pas forcément concevable qu'on perde aujourd'hui. Enfin, qu'on perde contre l'Espagne. Parce que, sur le papier, on était plus fort. On était la première nation FIFA au classement. C'est-à-dire, c'est le classement qui fait foi, c'est le classement incontestable de la FIFA. Alors qu'on commence en plus ce tournoi en étant deuxième derrière l'Argentine. Et puis on passe devant. Donc en fait, sur le papier, on est plus fort. Et c'est là où c'est particulier, c'est que c'est pas qu'une question d'optimisme, c'est pas qu'une question de chauvinisme. C'est-à-dire que à l'international, l'intégralité de la presse, l'intégralité des supporters étrangers connaissaient les qualités et les talents de la France, autant pour son jeu que pour son trio offensif, donc Mbappé, Olysée et Dembélé, plus toutes les personnes qui étaient sur le banc. Je pense à Cherki, je pense à Barcola, je pense à Doué. Tout ça a été reconnu. Et c'était pas une question uniquement de patriotisme et d'optimisme mal placé. On le savait, les étrangers le savaient, que potentiellement, la France avait d'énormes chances de gagner la Coupe du Monde. Parce que, à part contre le Paraguay où on a été... où le jeu a été un peu compliqué, c'est vrai qu'on n'a pas connu grande difficulté dans notre tournoi. Alors, je vais pas rentrer dans une analyse footballistique parce que j'ai mon avis, comme chacun a son avis, mais je pense que le foot est extrêmement complexe, surtout lors des tournois internationaux, parce que c'est autre chose que de faire jouer 11 joueurs qui ne jouent jamais ensemble le reste de l'année, et qui se retrouvent, on va dire très rarement, parce que une sélection nationale, c'est un turnover qui est extrêmement important. Et je pense que c'est bien plus complexe que ce que les gens peuvent en dire sur les réseaux sociaux, surtout des gens qui d'habitude ne suivent jamais le foot à l'année. Je pense que c'est ça reste un mélange d'énormément de choses. Mais bon, reste que mardi a été une énorme douche froide. Et puis on n'a pas perdu sur un contre, sur une faute bête. On s'est pris 2-0, clairement, et même sans ce penalty... provoqué par Lucas Digne, enfin provoqué par Yamal plutôt, on aurait perdu quand même. C'est-à-dire que le jeu il a pas été au rendez-vous, on n'a pas su faire face à l'Espagne, on n'a pas su faire face à cette adversité, et c'est pour ça que ça a été la douche froide, pour moi, pour l'intégralité de mes proches, et puis l'intégralité des personnes qui étaient présentes avec nous dans ce bar ce soir-là, et puis ça s'est ressenti surtout dans la rue. Faut dire que le feu d'artifice qui était tiré à 23h pour le 14 juillet, il avait une saveur particulière parce qu'à 23h le match s'est terminé, on a pris 2-0, c'était plié. Et ça a fait un peu particulier parce que je pense que personne s'y attendait. Et même si, en somme, on le savait, parce que le foot, c'est pas des statistiques. Le foot, si à chaque fois la rencontre se passait sur la feuille de jeu, les bookmakers ils feraient faillite. Mais je pense que... Et c'est là où j'ai envie de faire un parallèle. On part très très loin. On part aux États-Unis, enfin bref, au Texas. Un discours qui m'a marqué personnellement, c'est celui de William McRaven. William McRaven, pour ceux qui le connaissent, c'est l'un des discours les plus connus de ces dernières années aux États-Unis. C'est un amiral qui a fait les Navy Seals et qui a donné un discours à l'université de Texas lors de la remise des diplômes en 2014. Et c'est devenu un des discours les plus célèbres parce que il a énuméré, selon lui, les 10 points les plus importants dans la vie, 10 leçons les plus importantes qu'il avait retenues, qu'il avait appris dans sa vie, et notamment lors de son parcours militaire. Je pense que dans le dev perso, c'est un discours qui est extrêmement connu et dont le premier conseil est de faire votre lit tous les matins, parce que c'est la première tâche qu'on doit faire dans la journée, et si on remporte cette première tâche, alors on part sur de bonnes bases.
Dans son discours, il parle d'un concept qui est extrêmement intéressant, qui est le biscuit sucré. Je sais plus exactement comment il en parle, le terme en anglais, mais ça doit être un cookie sucré exactement. Le cookie sucré, c'est quoi? C'est... on va garder biscuit sucré. Le biscuit sucré, c'est quoi? C'est lors de la formation d'un imbécile qui dure 6 mois, et qui s'étend... qui dure 6 mois et où il traverse différentes phases, qui est l'un des entraînements les plus... Enfin, l'une des sélections, on va dire, parce que c'est une sélection avant d'être un entraînement, l'une des sélections les plus difficiles au monde. Pour tous ceux que ça intéresse, il y a le livre de David Goggins, Can't Hurt Me, qui en parle pas mal en détail, et ça a été extrêmement popularisé pour ça, notamment la semaine de l'enfer. Je dois avoir le livre, je vais le chercher. Donc je l'ai en français, c'est Plus rien ne pourra me blesser, qui est le livre de David Goggins qui raconte tout le processus. Bon, c'est une autobiographie, il raconte clairement ce que lui il a vécu pendant ces 6 mois et notamment pendant la semaine de l'enfer. Mais bref, McRaven parle de ce concept de biscuit sucré qui est que en plus des multiples entraînements, des multiples inspections des instructeurs, il y a une règle qui est que vous devez vous habiller correctement en tant qu'aspirant et ce de manière parfaite. C'est-à-dire que l'intégralité de vos vêtements doivent être passés, l'intégralité de vos équipements de protection doivent être à leur place, vous devez faire les choses comme il faut, vous devez être correctement habillé, et surtout que ça reste une discipline militaire. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement important aux yeux des instructeurs et aux yeux des... Et même si ça pourrait sembler un peu plus futile aux yeux des aspirants qui aspirent à devenir les combattants les plus puissants de la planète, ça fait partie de la discipline militaire, ça fait partie du cadre militaire, comme le fait de bien faire son lit, comme le fait de bien le plier, de bien le faire au carré, et qu'il soit parfait. Et donc c'est l'une des choses que les inspecteurs attendent de vous lorsque vous êtes aspirant Navy SEAL et que vous souhaitez combattre pour l'une des unités les plus prestigieuses de l'armée américaine, de la marine en l'occurrence. Et c'est là qu'intervient ce fameux biscuit sucré, c'est que si vous échouez à cette présentation, si vous échouez à au fait de bien vous habiller, on vous envoie vous immerger complètement dans l'eau, et lorsque vous sortez de l'eau, on vous envoie vous rouler dans le sable. Et donc vous passez l'intégralité de votre journée trempé et ensablé. Et donc vous pouvez vous douter que, en plus de la difficulté des entraînements, en plus de la difficulté de cette sélection qui dure 6 mois, ça vient ajouter un coup psychologique extrêmement compliqué, extrêmement important, parce que je pense qu'on a tous fait l'expérience de rentrer sous la pluie, de marcher avec des chaussettes ou des chaussures totalement mouillées, et ça vient ajouter un coup moral supplémentaire à une position qui est déjà pas facile à tenir. Et donc c'est la punition pour avoir échoué à cette tâche. Et c'est là où moi je vais rejoindre ce parallèle avec l'équipe de l'Espagne. Pour pousser le vice, les instructeurs, ils savent qu'ils ont affaire aux hommes les plus disciplinés de l'armée américaine. Ils savent qu'ils ont affaire aux hommes les plus endurcis, avec le mental le plus puissant et certainement les plus compétents de l'armée américaine. Et c'est là où ils poussent le vice, c'est que des fois, malgré une apparence parfaite, malgré le fait qu'on se soit correctement habillé, sans aucun défaut sur une tenue, les vêtements sont bien repassés, il n'y a pas de plis, les inspecteurs vous envoient quand même vous rouler dans la mer. Et c'est là où il faut comprendre quelque chose. C'est que, malgré le fait que vous ayez fait l'intégralité de ce qu'on vous avait demandé, malgré le fait que vous ayez été parfait dans l'exécution de votre tâche, dans l'exécution de ce qu'on vous a demandé, c'est-à-dire vous habiller correctement, vous comporter correctement, on vous envoie quand même vous baigner,
vous immerger dans l'eau et vous recouvrir de sable, ce qui est une punition. Et à ce moment-là, et c'est là où la gestion de l'échec est extrêmement importante, à ce moment-là, il y a deux façons de réagir. La première, c'est l'incompréhension, associée à de la frustration. Parce que vous comprenez pas, vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous avez fait tout ce qu'on attendait de vous et tout ce qu'on demandait, et en fait on vous a quand même puni. Donc vous comprenez pas parce que vous avez donné l'intégralité de ce que vous pouviez, vous avez fait tout ce qui était en votre possible, et vous avez fait les choses parfaitement. Mais aux yeux des instructeurs, c'est toujours pas suffisant. Et la deuxième façon de réagir, c'est de comprendre que vous vous êtes fait piéger. C'est de comprendre que cette réaction, cette première réaction, c'est ce qu'on cherche de vous. C'est-à-dire que les instructeurs savent, encore une fois, qu'ils ont face à eux des gens d'une précision, d'une discipline, d'une régularité immense. Et donc en fait, le seul moyen de les casser, c'est de leur montrer que le travail qu'ils effectuent n'est pas toujours corrélé aux résultats qu'ils attendent. Et c'est là où la gestion de l'échec est extrêmement importante, parce que quelqu'un qui s'enfonce dans la première catégorie et qui se dit non mais c'est pas normal, c'est pas juste, voilà, c'est pas juste, parce que moi j'ai fait tout ce qui était en mon possible, j'étais censé être le meilleur, j'étais censé j'ai fait les choses parfaitement et on me punit quand même, c'est pas normal, c'est pas juste. Et en fait c'est là où vous déconnectez le cerveau, c'est-à-dire le système de récompense, parce que votre cerveau ne comprend pas en fait. Il s'attendait à ce que tâche parfaite égale absence de punition, sauf que là, on lui fait comprendre que tâche parfaite égale punition quand même. Sauf que si vous sombrez dans cette catégorie-là, si vous sombrez dans cette catégorie de réflexion, vous ne comprenez pas que vous vous êtes fait piéger. Vous ne comprenez pas que c'est spécifiquement ce qu'on recherche chez vous, ce qu'on recherche à déclencher chez vous. Et donc en réalité, la personne la plus intelligente, qui sait prendre du recul sur cette situation, sait qu'elle a été piégée. C'est que, en fait, on a voulu lui apprendre une leçon. Que peu importe les efforts qu'on peut fournir dans la vie, peu importe le fait que, et encore une fois, je vais faire le parallèle avec l'équipe de France, peu importe à quel point on peut être fort, on peut être la meilleure équipe du monde, avec la meilleure attaque du monde, avec être acclamé par l'intégralité de la presse française et européenne, par les journalistes sportifs, par le classement FIFA, par les analystes, il y a des fois, il y a des jours où ça veut pas. Et mardi, ça a pas voulu parce que forcément on n'a pas joué à notre jeu, on n'a pas été au niveau de l'Espagne. Mais quelqu'un qui s'attarde sur la feuille de match au départ pourra se dire non mais c'est injuste, c'est pas normal. Et donc on pourra trouver en somme, dans cet échec, disons des comportements qui sont assez récurrents dans notre société. C'est-à-dire le fait de blâmer autrui. Et la première chose qui revient souvent dans le foot, c'est l'arbitrage. C'est-à-dire que, et c'est fréquent, et je trouve que c'est de plus en plus, et parfois de pire en pire, souvent, parfois à raison, mais souvent à tort, où on blâme l'arbitre, où on se dit non mais c'est pas de notre faute, de toute façon si on a perdu, c'est parce que l'arbitre n'était pas de notre côté, c'est pas normal, etc. Oui, il existe des erreurs d'arbitrage, mais il faut comprendre une chose, que cette réaction-là, c'est souvent parce qu'on n'accepte pas l'échec. On n'accepte pas l'échec, et au mieux de se remettre en question nous-mêmes, on remet en question quelque chose d'extérieur. Et c'est là où c'est dangereux. C'est parce que si le problème il vient de l'extérieur, si le problème il vient de l'arbitrage, en somme on peut rien y faire. C'est-à-dire qu'on a joué notre meilleur jeu, on a été les meilleurs, mais quelque chose est venu en travers de notre chemin. Et c'est dangereux cette position. Parce que si on reste sur ça, on part du principe que c'est pas notre faute, c'est pas notre responsabilité, et donc en réalité, on peut rien y faire. Et on va continuer de faire ce qu'on fait. Et donc on va continuer dans notre jeu, on va continuer au fait de jouer de cette façon. Et là, le parallèle que je fais avec l'équipe de France, en réalité, l'équipe de France, c'est qu'un schéma, c'est qu'une façon de montrer que ce qui se passe pour l'équipe de France aujourd'hui, dans notre gestion de la défaite, etc.,
Eh ben c'est surtout, ça nous renvoie surtout à nous, notre propre gestion de l'échec, et comment est-ce qu'on décide de voir les choses. Et c'est pour ça que la deuxième option est bien plus saine, de comprendre que parfois on peut faire tout ce qu'on peut dans la vie. C'est-à-dire que on peut faire les meilleurs efforts du monde, on peut être le meilleur, et pour une raison ou pour une autre, on n'a pas notre promotion, on n'a pas la personne avec qui on voulait sortir, on n'a pas le job qu'on voulait, on n'a pas l'offre d'emploi qu'on voulait. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et à ce moment-là, encore une fois, on a deux façons de réagir. La première, c'est de se lamenter, de se dire que c'est pas normal, c'est de se dire que c'est pas normal que ça se passe comme ça, et c'est une position qui est extrêmement dangereuse, parce que on a un système de récompense qui est extrêmement bien fait au niveau de notre cerveau, et en fait, décorréler le travail de la récompense, ça peut être dangereux, parce qu'à ce moment-là, notre cerveau se dit, mais en fait j'ai travaillé, mais j'ai travaillé pourquoi ? Parce qu'au final j'ai été le plus fort, j'ai travaillé le plus dur, et en fait on m'a pas donné ce que je voulais, on m'a pas donné ce que je méritais. Et donc forcément pour les prochaines fois ça donne pas envie de travailler, ça donne pas envie de persévérer, ça donne pas envie de continuer. Mais il faut arriver à comprendre que à un moment, la vie elle est comme elle est, et qu'on peut pas tout contrôler, et que autant mardi que dans tout un tas de situations, il faut comprendre que le plus important en fait dans tout ça, c'est comment est-ce qu'on réagit à l'échec. C'est comment est-ce qu'on réagit à l'échec, et des exemples comme ça, dans le sport, il y en a plein. C'est sûr que si Messi s'était arrêté, après, comme il l'avait promis notamment, parce que pour ceux qui suivent pas trop le foot, Messi il perd la finale de la Coupe du Monde contre l'Allemagne, puis il perd la finale de la Copa América contre le Brésil, et à un moment donné dans sa carrière internationale, il annonce que c'est fini, il prend sa retraite, et qu'il ne connaîtra plus jamais de match avec l'Argentine, tout simplement parce qu'il est dégoûté du football. Et en fait, il revient sur sa décision, et en fait, on connaît ce qui s'est passé après, c'est-à-dire la victoire en 2022, puis une finale demain. Peut-être qu'il la remportera encore une fois en 2026. On peut dire ce qu'on veut sur Messi, c'est pas le propos, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais c'est sûr que s'il s'était arrêté à cette première mentalité d'esprit, et c'est fou de se dire qu'il a eu exactement le même comportement. C'est-à-dire que quand on regarde la fin de la finale de la Copa América contre le Brésil, son interview, elle est assassine. Elle est assassine contre la fédération, elle est assassine contre l'arbitrage, et il le dit clairement. C'est pas qu'il le dit à demi-mot, c'est pas qu'il le fait sous-entendre, c'est qu'il le dit, ils ont été volés, il va falloir se pencher sur les décisions arbitrales. Et en fait, c'est là où on se dit que de la gestion de l'échec et de la gestion de la frustration de l'échec, on a à apprendre de tout le monde, et personne n'est parfait. Parce que même le meilleur joueur du monde, Lionel Messi, à qui on s'attend à avoir un recul, notamment sur le football, à avoir une attitude de vrai leader, il en arrive lui aussi à des conclusions comme ça. Ce qui prouve que la gestion de l'échec, elle est extrêmement personnelle, et que le football, enfin, ce cas de France-Espagne, n'est qu'un exemple, n'est qu'une façon de démontrer que nous aussi, dans notre vie, on va subir des échecs qui seront parfois, pour la majorité, mérités, parce que, comme moi aussi j'en ai subi, c'est-à-dire que j'ai les médailles de mes marathons juste à côté de moi. J'avais un chrono, pareil pour un semi-marathon, je vois la médaille d'un semi-marathon où où mon objectif c'était de passer sous la barre des 1h30, et en réalité j'explose au 19e kilomètre et je finis la course en 1h32, alors que j'étais très largement toute la course en dessous de 4h15, qui est le rythme, 4h15 au kilomètre, qui est le rythme nécessaire pour passer sous la barre des 1h30 au marathon. Mais au fond de moi, je savais que j'aurais pu blâmer plein de choses. J'aurais pu blâmer le parcours, j'aurais pu blâmer le meneur d'allure qui s'est totalement trompé, et qui lui-même, le meneur d'allure 1h30, qui n'a même pas réussi à passer sous la barre des 1h30, j'aurais pu blâmer le parcours, le vent, la météo, tout ce que je veux. Mais en réalité, je savais au fond de moi que je m'étais pas assez entraîné.
Et donc là où j'aurais pu dire non mais c'est injuste, et ne plus jamais reprendre de dossard, ne plus jamais reprendre de course ne plus jamais refaire de course, j'ai pas eu cette attitude négative face à l'échec. Et un mois plus tard, j'étais à Athènes pour le marathon d'Athènes, et bon, ça s'est passé autrement, et encore une fois, ça a été un échec, un apprentissage. Mais il faut toujours garder une vision objective sur un résultat, qu'il soit positif ou négatif, et qu'importe le domaine. On parle de sport, mais c'est exactement pareil dans la vie personnelle, la vie professionnelle, dans le travail, dans les relations. Parce que des fois, on aura l'impression que même dans une relation, on aura donné notre maximum, on aurait été là pour la personne, on aurait été là pour la soutenir constamment, et en fait ça se finit, alors que parfois c'est pas notre responsabilité, c'est pas notre faute, et on comprend pas, parce que on aura été parfait, selon nous-mêmes on aura été parfait, et ça ne conclut à rien, ça n'aboutit à rien, et ça se termine pas de la façon dont on aurait souhaité que ça se termine. Et là, encore une fois, il y a deux façons de réagir. C'est-à-dire que vous pouvez blâmer l'intégralité des humains sur cette planète et vous dire que les relations amoureuses, c'est terminé pour vous. Et c'est souvent ce qui arrive lors de la première relation. Pour pas mal de personnes. Parce qu'on se dit que c'est dégueulasse et que le monde du dating et le monde des relations, on sait pas reconnaître notre juste valeur. Et ça, c'est la première option. Mais il y a aussi la deuxième option. C'est de se rendre compte que parfois, il y a des choses qui, pour une raison ou pour une autre, ne vont pas dans notre sens. Même si on a fait de notre mieux, même si sur le terrain on était les plus forts, même si sur le papier on était les plus forts, parce que c'était pas le cas de mardi, même si on s'est habillé correctement, on a tout fait comme il fallait, fait notre lit au carré, on a pris des heures à repasser notre tenue et à s'habiller correctement, on a tout appris, des fois la vie elle nous frappe. Et c'est là où la leçon est extrêmement importante. C'est-à-dire que là où la leçon elle est simulée, elle est forcée lors de l'entraînement des Navy Seals, souvent nous on l'apprend à notre dépens. Mais cette leçon-là, il faut quand même la comprendre, il faut quand même la retenir, et il faut savoir comment réagir face à ça. C'est normal d'avoir de la frustration au début, c'est normal d'être déçu, de parfois vouloir blâmer la terre entière, et on va pas en vouloir. Je pense que pour la première rupture, une grande majorité des personnes passent par là, et ça sert pareil dans l'échec professionnel. Mais au bout d'un moment, il faut savoir prendre du recul, et il faut savoir apprendre à gérer un échec. Et ça, outre que des footballeurs qui sont payés des millions d'euros, ou outre que que l'élite de l'armée américaine, ça s'applique à chacun d'entre nous. Et je vous en ai parlé avec mes échecs en course à pied, mais en réalité j'ai des échecs un peu dans tous les domaines de ma vie. Et on a tous des échecs dans tous les domaines de notre vie. Et c'est là où c'est intéressant de prendre du recul sur ces échecs et d'analyser correctement pour se dire ok, comment est-ce que j'aurais pu réagir ? Qu'est-ce que je peux en tirer ? Et qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Et je pense que par rapport à tout ça, si Messi, l'un des plus grands joueurs du monde de football, peut être pris à défaut par rapport à ça, et que lui aussi il a su le soir de la finale céder à la frustration et se dire non c'est pas normal, c'est une erreur d'arbitrage, et annoncer qu'il prendrait sa retraite, au final il est revenu sur sa décision. Et c'est une autre question aussi de l'ego, de se dire que s'il avait pris sa retraite et qu'il était jamais revenu sur sa décision pour une question d'ego, il aurait jamais gagné la Coupe du Monde. Mais c'est un autre sujet, l'ego c'est quelque chose d'autre. Je suis pas forcément comme certains pourraient le dire, je pense pas que l'ego soit un réel problème, il faut juste savoir l'utiliser correctement. Mais ça nous montre juste, et je finirai par ça, que l'échec, il touche chaque personne. Il n'y a pas une seule personne qui a connu uniquement des victoires dans sa vie. Et encore heureux, parce que j'ai envie de dire qu'une personne qui a connu uniquement des victoires dans sa vie, parce qu'elle a toujours tout fait parfaitement, le jour où on lui dit
que sa tenue elle est pas parfaite, alors qu'elle l'est, objectivement. Et on lui dit va t'immerger dans l'eau et passe la journée ensablée. La personne, elle comprendrait pas. Et donc c'est une personne qui sera plus susceptible d'abandonner. Parce qu'en réalité, c'est ce que les instructeurs sur cette plage, ils recherchent. Ils recherchent des gens qui n'ont pas compris la leçon qu'on voulait leur donner. Et ça sera pareil pour nous tous. Ça sera pas des instructeurs qui nous donneront cette leçon, mais ça sera la vie. Et à ce moment-là, ça sera à nous de faire un choix, de comprendre la situation. On peut parler de stoïcisme, de philosophie, mais juste, il va falloir qu'on s'adapte à une situation, qu'on prenne du recul et qu'on comprenne les solutions. Parce que en réalité, tout ce qui compte, c'est le futur. C'est pas ce qui s'est passé avant. Ça y est, maintenant on est disqualifié. On sera pas en finale de la Coupe du Monde. Maintenant, ce qui compte, c'est ce qu'on va faire ce soir. Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire au prochain Euro, à la prochaine Coupe du Monde en 2030. Et surtout au prochain match contre l'Espagne. Qu'est-ce qu'on fera ? À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fera ? Et il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que le futur qui compte. Et je pense que c'est important. Je pense que c'est important de le comprendre et de savoir réagir, de savoir comment réagir face à l'échec. Parce que s'il y a quelque chose qui est universel, c'est l'échec. Tout le monde, il n'y a pas une personne dans sa vie, que ce soit dans le sport, dans le travail, dans les relations amoureuses, qui n'a pas échoué. Et c'est normal, ça fait partie du processus. Et l'échec, c'est pas quelque chose de problématique en soi. Ça reste qu'une variable dans une infinité d'événements. Et on le considère comme échec parce qu'on a bien voulu le considérer comme échec. Et ça sera pareil avec l'apprentissage. On peut le considérer comme un apprentissage. Bref. J'ai été un peu long, mais je trouve que c'est un sujet qui est intéressant et qui est bien d'actualité. Bon, personnellement, j'étais dégoûté, même si je gardais toujours à l'esprit que voilà, le foot, c'est pas des statistiques. Et j'ai vu sur le papier énormément de matchs être gagnés. Et puis, je me suis vu déchanter. Et je pense que, surtout pour les fans du PSG, le jour où on a affronté, où on a gagné contre Barcelone, et que on se fait détruire au match retour, je pense que ça a marqué les esprits. Mais je trouvais ça intéressant de partager cette réflexion et de se dire que on peut aller plus loin, on peut réfléchir un peu plus loin que juste subir la défaite, subir l'échec. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a plein de façons de se relever, et je me dis que je pense né dans l'une des meilleures générations possibles, parce que mon équipe, mon pays, est l'un des meilleurs au foot parmi les 196 pays que compose cette planète, et encore plus de pays selon la FIFA. Mon pays est en 10 ans l'un des pays les plus forts, se retrouve 2 fois en finale de la Coupe du Monde, en perd une, en remporte une, se retrouve 4 ans après encore en demi-finale, alors qu'il y a des pays qui ne passeront jamais les poules. Pire, il y a des pays qui n'ont jamais été qualifiés. Donc c'est là où je me rends compte que même en tant que Français, je suppose que cette vidéo elle est surtout hommage à destination des francophones, mais on peut demander à la Belgique, aux Belges, aux Suisses, au pire aux Québécois, aux Canadiens. C'est des pays qui ne connaîtront jamais cette sensation-là, qui n'ont jamais connu cette sensation-là. Je leur souhaite de la connaître un jour, parce que gagner une finale de la Coupe du Monde, c'est un beau moment. Et que ce soit dans ce sport, ou dans n'importe quel sport, ou dans n'importe quel aspect de la vie. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère qu'on gagnera ce soir, quand même. Je vais quand même aller voir le match, même si on était largement dégoûtés du résultat de mardi. Mais on verra, ça sera un nouveau match ce soir, ça sera un match contre les Anglais, ça sera cool. Et ouais, j'espère qu'on gagnera, et je suis convaincu que dans le futur, que ce soit en 2028, en 2030, on fera des choses qui seront exceptionnelles. Et
Et c'est là où l'enseignement de l'échec, il aura été important. C'est-à-dire que si on avait baissé les bras, si l'intégralité des 11 joueurs de l'équipe de France avaient pris leur retraite après cette défaite contre l'Espagne, après cette 5e défaite contre l'Espagne d'affilée, 5e ou 6e, je sais plus exactement, bah en fait il reste quoi dans 2 ans, il reste quoi dans 4 ans. Donc heureusement que... Bah, qu'on a aussi des joueurs qui savent gérer l'échec, et de toute façon ils n'ont pas le choix tout simplement, et on n'a pas le choix non plus que de gérer l'échec, d'apprendre à gérer l'échec. C'est juste qu'il y a des façons qui sont un peu plus simples de l'aborder que d'autres, et je pense qu'on peut un peu moins subir selon notre posture face à cet échec. Bref, passez une bonne journée. Je sais pas quand est-ce que je posterai la vidéo, quand elle sera postée, bah, il y aura déjà ce résultat, mais je pense qu'on peut voir un peu plus loin que le foot, et il y a tellement d'enseignements à en tirer. Et c'est ça la beauté, aussi la beauté du sport. Bref, passez une bonne journée, ou une bonne soirée, je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, et portez-vous bien.